Le sang avait éclaboussé mon visage quand mon père a enfin réussi à le maîtriser. Mais c'était déjà trop tard pour ma mère, trop tard pour nous tous. Bonjour, mes chers. Je m'appelle Jeannette, mais tout le monde m'appelle Net. J'ai 73 ans et je suis née à Toulouse, dans le sud-ouest, mais cela fait plus de 50 ans que je vis à Lyon. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée en moi presque 60 ans. Une histoire que même beaucoup de ma famille ignorent, parce que la douleur était si grande que les mots refusaient de sortir. Si vous regardez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Mémoire de grand-mère. Cette vieille dame vous en sera reconnaissante de tout cœur. Et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous me regardez. Parfois, je me demande comment mes paroles arrivent là où je n'ai jamais mis les pieds, et cela réchauffe mon cœur comme rien d'autre. Je veux aussi savoir combien d'enfants bien-aimés vous avez. Cela me rendrait très heureuse de le savoir. Commençons par le début. Quand j'avais seulement quelques années, nous étions une famille simple mais heureuse. Mon père, Valdir, était gendarme, un homme droit comme une épée, de ceux qui n'acceptaient aucun cadeau en service. Un gendarme doit être exemplaire, disait-il toujours en ajustant son uniforme impeccable avant de sortir. Ma mère, Marilène, était institutrice. Une femme de caractère qui se levait à 5 heures du matin pour préparer le café et les gamelles, et arrivait encore à l'heure à l'école où elle enseignait aux enfants. Notre maison à Villeurbanne, alors presque banlieue de Lyon, était modeste, mais elle avait un grand jardin avec des pommiers, des poiriers et un citronnier que mon père soignait comme s'il s'agissait de son propre enfant. J'étais fille unique pendant longtemps. Papa et maman avaient essayé d'avoir d'autres enfants, mais après 3 fausses couches, les médecins ont dit que c'était trop risqué pour la santé de ma mère. J'ai grandi au centre de leur attention, mais jamais gâtée. Les privilèges apportent des responsabilités, disait toujours maman quand je me plaignais d'aider aux tâches ménagères. J'étudiais à la même école où ma mère enseignait, ce qui était un véritable cauchemar pour une adolescente. Imaginez, impossible de faire quoi que ce soit de travers sans qu'elle le sache immédiatement. Nos week-ends étaient simples et heureux. Le samedi, nous allions au marché des Halles acheter les provisions de la semaine. Ensuite, nous passions chez ma grand-mère paternelle, qui habitait le centre-ville. Le dimanche après la messe, c'était jour de feu de bois et de recevoir les amis de mon père, presque tous gendarmes avec leur famille. C'était une vie ordinaire, sans luxe, mais pleine de sécurité et d'amour. Tout a basculé cet hiver de 1965. Je me souviens comme si c'était hier, ce vent glacial de janvier à Lyon, ce froid qui vous pénètre jusqu'aux os. Ce soir-là, mon père est rentré plus tard que d'habitude, le visage étrange, différent. Ce n'était pas de la fatigue, c'était de l'émotion. Lui, qui avait toujours été si peu bavard, parlait sans cesse. Marlène, Net, j'ai rencontré aujourd'hui un garçon qui m'a brisé le cœur, a-t-il commencé en remuant la soupe que maman avait préparée. C'était lors d'une intervention dans la cité des Minguettes. Sa mère, toxicomane, avait été arrêtée pour trafic de drogue. Quant au père, personne ne savait qui il était. Le garçon, maigre et effrayé, n'avait nulle part où aller. Maman écoutait attentivement, comme toujours. Elle respectait profondément le travail de mon père, malgré tous les dangers qu'il affrontait. Il a 16 ans, Marilène. Il s'appelle Bernard. Mon père parlait d'un garçon poli malgré tout ce qu'il avait vécu. Il aurait pu basculer dans la délinquance comme tant d'autres dans ce quartier, mais non, il étudiait sérieusement, ses cahiers étaient bien tenus, ses notes bonnes. Et là, dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant, une détermination différente, presque une supplication. Il ira dans un foyer départemental, mais vous savez comment sont ces endroits. À peine de quoi s'occuper des petits, encore moins d'un adolescent. Maman posa sa main sur la sienne, comme si elle savait déjà ce qui allait suivre. Et ce qui devait arriver arriva. Net a toujours voulu un frère. Nous avons la place, nous avons les moyens. Le silence qui suivit était lourd, plein de possibilités. Maman regarda papa, puis moi, puis de nouveau lui. Valdir, vous parlez d'adoption ? Il hocha la tête, ses yeux bleus brillants d'une intensité rare. Il peut rester dans la petite chambre du fond, celle qui appartenait à votre mère. Il est presque un homme, il n'aura pas le travail d'un petit enfant. Et croyez-moi, ce garçon est spécial. Je l'ai senti ce soir. La discussion se prolongea tard dans la nuit. Je restais à table, un peu oublié, tandis que mes parents débattaient des avantages et des réserves. Accueillir un adolescent inconnu n'est pas une décision qu'on prend à la légère. Mais mon père était déterminé comme jamais. Marlène, je ne peux pas expliquer.
J'ai regardé ce garçon, et j'ai vu qu'on pouvait faire une vraie différence dans sa vie. Lui offrir une famille, ce qu'il n'a jamais eu. Maman, au cœur tendre malgré son air strict d'institutrice, céda enfin, faisons sa connaissance d'abord, allons-y doucement. La semaine suivante, mon père obtint l'autorisation d'amener Bernard pour déjeuner à la maison. Je me souviens de moi, espionnant par la fenêtre, curieuse de découvrir ce futur frère. Quand la voiture se gara, mon père descendit le premier, suivi d'un garçon maigre aux cheveux châtains, portant un t-shirt propre mais visiblement délavé, et un jean usé. Bernard entra dans notre maison comme on entre dans un musée, regardant tout avec révérence, presque effrayé de toucher quoi que ce soit. Il avait de grands yeux marrons, un peu tristes, et un sourire timide qui n'apparaissait que rarement. Il parlait peu, toujours poli, appelant mes parents « monsieur » et « madame » et moi « mademoiselle ». « Tu peux m'appeler Net » ai-je dit en essayant de briser la glace. « Tout le monde m'appelle comme ça. » Il hocha la tête sans me regarder directement. « Merci, Net. » Au début, le déjeuner était un peu gênant. Bernard mangeait lentement, de petites portions, comme s'il craignait que la nourriture disparaisse ou que quelqu'un lui enlève son assiette. Ma mère, avec son instinct maternel, le remarqua immédiatement. « Il y a beaucoup de nourriture, mon garçon. Tu peux te resservir à volonté. » Sa voix douce avait ce pouvoir apaisant qu'elle utilisait avec ses élèves timides. Pour la première fois, j'ai vu Bernard sourire vraiment. Un sourire qui transformait complètement son visage, le rendant soudain plus jeune, presque enfantin. « Vous cuisinez très bien, Madame Marilène, dit-il enfin, osant regarder ma mère dans les yeux. J'ai vu l'échange de regards entre mes parents à ce moment-là. Avec le recul, je sais que c'est là que la décision a été vraiment prise. Dans les semaines qui suivirent, Bernard vint plus souvent. Il restait pour le dîner, aidait mon père à arroser les plantes du jardin, et s'enquérait de mes études. À chaque visite, il semblait se détendre un peu plus. Il nous confia que sa mère biologique le laissait seul pendant des jours, souvent sans nourriture, et qu'il avait dû apprendre à se débrouiller tout seul dès son plus jeune âge. Il rêvait de devenir mécanicien, il aimait démonter et remonter des objets pour comprendre comment ils fonctionnaient. « Vous pensez que je peux vraiment, Monsieur Valdir, devenir mécanicien un jour ?» demanda-t-il un soir, avec un espoir si authentique dans la voix que même moi, adolescente sceptique, je fus émue. « Bien sûr que tu peux, mon garçon. Avec de la détermination, tu peux être ce que tu veux, » répondit mon père en posant la main sur son épaule. Bernard resta figé une seconde, peu habitué au contact physique, puis se détendit. Ma mère, quant à elle, se laissait convaincre lentement. Prudente, elle observait plus qu'elle ne parlait, posant des questions apparemment anodines pour mieux le connaître. Un soir, après son départ, j'ai entendu mes parents parler dans la cuisine. « C'est un bon garçon, Marilène. Il a eu une vie difficile, mais il a gardé sa bonté. C'est rare. » Je sais, Valdir. J'ai juste peur de ne pas être ce dont il a besoin. Nous prendrons un jour à la fois. Mais ce garçon a besoin d'une famille, et nous pouvons être cette famille. 3 mois après ce premier déjeuner, en octobre 1965, Bernard emménagea officiellement chez nous. Les démarches administratives furent moins compliquées que prévu. Mon père connaissait des gens dans le système, et sa mère biologique signa rapidement la renonciation à la garde, impatiente de se débarrasser de ce qu'elle considérait comme un fardeau. Nous aménageâmes la petite chambre du fond, celle qui avait appartenu à ma grand-mère. Les murs furent peints en bleu clair, un lit neuf installé, un bureau pour ses études et une étagère pour ses quelques affaires. Ma mère avait acheté des vêtements neufs, du matériel scolaire, et même une petite radio pour que Bernard puisse écouter de la musique pendant ses moments libres. Le jour où il est arrivé pour rester définitivement, elle avait préparé un gâteau au chocolat avec la phrase « Bienvenue dans la famille, Bernard » écrite en confiserie colorée. Il le regarda et, pour la première fois depuis que nous le connaissions, il pleura. Sans cacher son visage, sans essayer de dissimuler quoi que ce soit. Il laissa simplement les larmes couler, remerciant sans cesse. « Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi », sanglota-t-il. Ma mère l'embrassa, et pour la première fois il rendit ce geste sans hésitation. Mon père, d'ordinaire peu démonstratif, essuya discrètement une larme. L'adaptation ne fut ni immédiate ni parfaite. Bernard avait ses habitudes étranges. Parfois, il se réveillait en criant au milieu de la nuit à cause de cauchemars. Il cachait de la nourriture dans sa chambre, comme s'il craignait qu'un jour il n'y en ait plus. Il acceptait difficilement les cadeaux ou toute forme de gentillesse, pensant qu'il devait toujours rendre l'appareil. Mais peu à peu,
Il commença à se sentir plus en sécurité, plus chez lui. Nous l'inscrivîmes dans la même école où j'étudiais et où ma mère enseignait. Au début, les autres élèves chuchotaient, posant des questions indiscrètes sur son passé, sur la raison pour laquelle il vivait avec nous. Bernard répondait poliment, mais sans donner de détails, « Je suis le frère de Ned maintenant ». Simple, mais suffisant pour désarmer les plus curieux. À la maison, il s'efforçait de suivre notre routine. Il se levait tôt, faisait son lit avec soin, s'impliquait dans toutes les tâches. Ma mère devait parfois lui rappeler de se reposer, de comprendre qu'il n'était pas obligé de « payer » pour rester avec nous. « Mon garçon, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est ta maison maintenant, pas un lieu où tu travailles pour un toit. »« C'est difficile de m'habituer, Madame Marilène, » répondait-il en baissant les yeux. « J'ai toujours dû rendre quelque chose en échange de tout, rien n'était gratuit. » Mon père trouva un garage près de la maison où Bernard pouvait aider le samedi matin. Le propriétaire, Monsieur Antoine, vieil ami de mon père, accepta de lui enseigner les bases de la mécanique et de lui montrer patiemment le métier. Bernard revenait des matinées passées au garage avec les mains couvertes de graisse. Mais ses yeux brillaient d'une satisfaction qui réchauffait le cœur. Monsieur Antoine dit que j'ai un vrai talent pour ça, racontait-il avec enthousiasme lors du déjeuner du samedi. Aujourd'hui, j'ai réussi à démonter et remonter un carburateur tout seul. Les dimanches soirs, quand la maison s'emplissait des amis de mon père pour les traditionnelles pâtes, Bernard restait d'abord en retrait, presque invisible. Petit à petit, il s'est mis à participer davantage, partageant des anecdotes qui faisaient rire tout le monde. Les collègues de mon père le considéraient comme un membre de la famille, et cela semblait lui tenir énormément à cœur. Pour ma part, il m'a fallu plus de temps pour créer un lien. À 14 ans, avec toutes les insécurités de l'adolescence, je ne savais pas comment me comporter avec ce frère arrivé de nulle part. Parfois, je le taquinais, testant ses limites, curieuse de voir jusqu'où sa patience pouvait aller. Bernard ne répliquait jamais, se contentait de sourire doucement et de dire « C'est bon, Ned, pas de problème ». C'est un après-midi pluvieux, typique de Lyon, que notre relation a commencé à évoluer. J'avais un contrôle de mathématiques le lendemain et je peinais à comprendre certaines équations. Frustré, j'avais lancé mon cahier à l'autre bout de la chambre et éclaté en sanglots. Bernard, qui passait dans le couloir, s'est arrêté à ma porte. « Je peux t'aider ? Les maths ont toujours été ma matière préférée, » a-t-il proposé timidement. Réticente, j'ai fini par le laisser s'asseoir à côté de moi. À ma grande surprise, Bernard expliquait avec une clarté bien supérieure à celle de mon professeur. Il faisait preuve de patience, utilisait des exemples simples de la vie quotidienne, et ne s'énervait jamais quand je ne comprenais pas du premier coup. « Tu vois, Ned, tu y arrives. Il suffit de regarder le problème sous un autre angle, » disait-il avec une douceur qui m'a complètement désarmée. Après cette journée, j'ai commencé à voir Bernard autrement. Ce n'était plus un intrus dans notre famille, mais quelqu'un doté de qualité et d'une valeur propre. Je l'ai intégré à mes sorties avec mes amis, je l'ai défendu face aux remarques méchantes à l'école, et j'ai vraiment commencé à le considérer comme mon frère. 6 mois après son arrivée, le changement dans notre maison était visible. Bernard souriait davantage, parlait plus fort, et s'appropriait son espace sans jamais s'excuser d'exister. Mes parents rayonnaient de fierté, admirant ses progrès à l'école, au garage et à la maison. « C'est la meilleure décision que nous ayons prise », a commenté mon père un soir, en observant par la fenêtre Bernard aider ma mère à cueillir des citrons. Ce garçon méritait vraiment sa chance, et il semblait savoir en profiter. Si quelqu'un m'avait demandé à ce moment-là si j'étais heureuse d'avoir Bernard comme frère, j'aurais répondu oui, sans la moindre hésitation. Il apportait à notre famille exactement ce qui lui manquait, un fils pour mes parents, un frère pour moi, et une énergie nouvelle qui illuminait notre maison. Comment aurais-je pu deviner que derrière ce sourire réservé, ces yeux empreints de tristesse, et cette gratitude qui semblait authentique, se cachait une ombre bien plus profonde ? Comment aurais-je pu prévoir que ce choix fait avec tant d'affection par mon père allait bouleverser notre famille d'une manière que personne n'aurait pu imaginer ? À ce moment-là, je ne percevais que ce que je voulais voir. Je passais à côté des signaux subtils, des comportements inhabituels qui, rétrospectivement, ressemblaient à des drapeaux rouges agités, avertissant d'un danger invisible que nous n'avons pas su détecter à temps. Les premiers mois avec Bernard semblaient irréels, comme un rêve doux qui, peu à peu, allait se transformer en notre pire cauchemar. Vous est-il déjà arrivé d'ignorer cette petite voix intérieure qui murmure que quelque chose cloche ? C'est exactement ce qui m'est arrivé.
Tous les avertissements étaient là, clignotant comme un feu défectueux, mais j'ai choisi de détourner le regard. Peut-être par naïveté, par crainte de décevoir mes parents, ou par peur d'être injuste envers un garçon qui avait tant souffert. C'est environ 3 mois après son installation officielle que j'ai commencé à percevoir de subtiles différences. Rien de frappant au début, juste des détails dissonants, des petites étrangetés, semblables à un cadre légèrement déplacé sur un mur, perceptibles seulement à ceux qui connaissent la maison sur le bout des doigts. La première chose qui m'a interpellée, c'était la manière dont il regardait ma mère quand il croyait que personne ne l'observait. Ce n'était pas le regard d'un fils plein de reconnaissance, mais quelque chose de plus possessif, comme s'il préparait secrètement quelque chose. Lorsque ma mère passait près de lui dans la cuisine et posait affectueusement sa main sur son épaule, un changement fugitif traversait ses yeux. Une lueur que je n'ai pas su nommer à l'époque, mais que je reconnais aujourd'hui comme de la colère contenue. Un matin, je me suis levée plus tôt que d'habitude pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine. Je me suis arrêtée à l'entrée en entendant des voix basses. C'était Bernard et ma mère. Elle préparait le café comme à son habitude vers 5 heures du matin, et lui s'était levé tôt pour lui donner un coup de main. « Tu n'avais pas besoin de te lever si tôt, mon garçon », disait ma mère d'une voix douce et maternelle. « J'aime être seule avec vous, madame », répondit-il d'un ton qui m'a glacé le sang. « Monsieur Valdir et Nette ne vous comprennent pas comme moi », dit-il doucement, en fixant ma mère. Elle laissa échapper un petit rire poli, ce rire qu'elle faisait quand elle ne savait pas trop comment réagir. « Quelle idée, Bernard ! Nous faisons partie de la même famille. » Il ne répondit pas à ces mots. « Avant, je n'avais rien. » Continua-t-il, comme si elle n'avait rien dit. « Maintenant, je vous ai. Ce n'était pas un simple « j'ai une famille maintenant » ou « nous faisons partie de la même maison ». C'était précis, ciblé. C'était comme s'il disait que ma mère lui appartenait, qu'elle était à lui. Lorsque je franchis la porte de la cuisine, Bernard se transforma instantanément. Il redevint ce garçon poli et souriant, me proposant un verre de lait, demandant si j'avais bien dormi. Mais moi, j'avais saisi l'instant avant ce changement, et une irritation sourde me traversa. J'avais interrompu quelque chose que lui seul semblait vivre. J'en parlais à ma meilleure amie Solange. « Tu es jalouse, Nette », dit-elle en riant. « C'est normal quand un nouveau frère arrive. » Peut-être avait-elle raison. Peut-être que ce n'était que des jalousies adolescentes. J'essayais de faire un effort, de l'accepter pleinement. Mais les incidents étranges continuèrent. Ma mère commença à remarquer que certains de ses objets personnels disparaissaient. Un rouge à lèvres, une épingle à cheveux, une vieille photo où elle apparaissait seule. De petites choses qui pouvaient passer pour de simples pertes domestiques. Quand elle évoquait ces disparitions au dîner, Bernard était toujours le premier à se proposer pour aider à chercher. Toujours le plus inquiet. « C'est étrange, Madame Marilène », disait-il avec une sollicitude feinte. « Vous êtes sûre de ne pas l'avoir oubliée à l'école ?» Un après-midi, je rentrais plus tôt que prévu de l'école, malade après le cours de gymnastique. Personne ne s'attendait à ce que je sois là. Ma mère était à l'école, mon père au travail, et Bernard devait être au garage pour son apprentissage. En entrant silencieusement à la maison à cause de mon mal de tête, j'entendis des bruits dans la chambre de mes parents. Ma première pensée fut celle d'un cambriolage. Je restai paralysée, la peur me clouant sur place. Puis, lentement, je me penchai pour jeter un œil par la porte entr'ouverte. C'était Bernard. Il était allongé dans le lit de mes parents, serrant l'oreiller de ma mère contre lui, le visage enfoui dedans, respirant profondément comme pour en absorber l'odeur. Autour de lui, éparpillés sur le lit, se trouvaient plusieurs objets que j'avais remarqués comme étant disparus. Le rouge à lèvres, l'épingle à cheveux, quelques photos, même une brosse à cheveux. Avant qu'il ne me voie, le cœur battant à tout rompre, je fis demi-tour et quittai la maison sans bruit. Je me dirigeai chez Solange, prétextant que j'avais été malade dans la rue et non à la maison. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. Je voulais raconter à mes parents, mais que dire exactement ? J'ai surpris Bernard en train de sentir l'oreiller de maman ? Ça semblait ridicule, même pour moi. Et si, après tout, ce n'était que des jalousies, comme Solange l'avait suggéré. Et si je voyais des problèmes là où il n'y en avait pas, simplement parce que je refusais de partager mes parents, je décidai de rester en retrait et d'observer avant de parler. J'ai commencé à scruter chaque geste de Bernard, surtout quand il pensait qu'on ne le regardait pas. C'est à ce moment-là que je compris à quel point il adaptait son comportement selon la personne présente. Avec mon père, il était l'enfant modèle, respectueux, appliqué.
captivé par les anecdotes de la gendarmerie. Avec ma mère, il devenait presque dépendant, plaintif, cherchant constamment approbation et contact physique, un geste sur le bras, un câlin furtif, une caresse. Avec moi, il alternait entre le frère protecteur et de longs moments d'indifférence totale, comme si j'étais invisible. Mais parfois, le masque glissait. Quand mon père le reprit devant un voisin sur la manière de tenir un outil, j'ai vu son visage se tordre dans une expression de haine pure avant qu'il ne se force à sourire et remercier. Ou quand ma mère se vantait de mes notes en français, j'ai surpris Bernard briser son crayon en deux sous la table, dissimulant son geste. Puis vinrent les disparitions et les dégâts dans la maison. La vieille montre de mon père, héritage familial, le service de vaisselle offert à ma mère pour son mariage, mon journal intime caché sous le matelas. À chaque interrogation, Bernard avait un alibi impeccable. Il était toujours ailleurs, toujours prêt avec une explication plausible. Un jour, je trouvai mon chat Roméo mort dans le jardin. Il n'avait que 2 ans et était en parfaite santé. Je pleurais sans retenue pendant que mon père l'enterrait sous le poirier. Bernard se tint près de moi, semblant me réconforter, disant que le chat avait probablement mangé quelque chose de toxique dehors. Ces chats sont comme ça, net, murmura-t-il en passant son bras sur mes épaules. On ne sait jamais où ils vont, ce qu'ils mangent. Ne t'attache pas trop aux animaux, ils finissent toujours par partir et te laisser. Son ton, étrange et glacial, me troubla profondément. J'ai plongé mon regard dans ses yeux et, un instant, j'ai perçu quelque chose de glacial, presque amusé, comme s'il savourait ma peine. J'ai chassé cette pensée. C'était trop absurde pour être vrai. La situation avec ma mère s'aggravait petit à petit. Bernard commença à semer de subtils conflits entre elle et mon père, rapportant à chacun une version légèrement différente de ce que l'autre avait dit ou fait. Rien de flagrant, rien de violent, juste de petites manipulations qui, au fil du temps, installaient un climat de méfiance. Madame Marilène, Monsieur Valdir a dit ce matin que vous sembliez très fatiguée et qu'il faudrait songer à réduire quelques cours. Il croit que vous n'y arrivez pas, disait-il à ma mère. Monsieur Valdir, Madame Marine a confié qu'elle était contrariée quand vous rentrez en retard sans prévenir. Elle pense que vous négligez la famille, racontait-il à mon père. Mes parents, qui avaient rarement des différends, commencèrent à se quereller pour des détails minimes. Rien de dramatique, mais suffisant pour créer une tension auparavant inexistante. Et Bernard était toujours là, jouant le rôle du pacificateur, de celui qui comprend tout. Madame Marine, vous travaillez trop. C'est normal que Monsieur Valdir s'inquiète. Monsieur Valdir, Madame Marine s'inquiète simplement parce qu'elle vous aime. Il semait le désordre et se présentait ensuite comme la solution. Une danse macabre que moi seul semblais percevoir. Puis survint un événement qui attira encore davantage mon attention. Claire, ma cousine de 15 ans, venue de Grenoble pour passer une semaine pendant les vacances de juillet, était là. Elle était belle, cheveux blonds, yeux verts, le genre de fille qui fait tourner toutes les têtes. Bernard fut immédiatement captivé par elle. Au début, je me dis que c'était normal pour un garçon de 17 ans de remarquer une jolie fille. Mais son regard n'avait rien de banal. Il y avait une intensité étrange, presque inquiétante, dans la façon dont il l'observait, comme si elle était une proie. Claire avait commencé à éviter de se retrouver seule avec lui. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a hésité, visiblement gênée. Net, ton frère est un peu étrange, non? Il me suit dans la maison, reste à m'observer quand il croit que je ne le vois pas. Hier soir, je me suis réveillée et il se tenait à la porte de la chambre d'amis, juste à me regarder dormir. J'ai senti un froid glacial dans le ventre. Tu en as parlé à tante Marilène ou à oncle Valdir? Elle a secoué la tête. Je ne veux pas créer de problème. Il n'a rien fait, mais il me met mal à l'aise, comme s'il attendait quelque chose de moi. Le lendemain, Claire a prétexté un appel urgent et a dû rentrer chez elle plus tôt. Mes parents ont trouvé cela étrange, mais n'ont pas insisté. Bernard a paru contrarié par ce départ soudain, bien qu'il ait tenté de le masquer. Cette nuit-là, j'ai entendu des bruits venant de sa chambre, des sons répétitifs, comme s'il frappait quelque chose avec force. Le lendemain, j'ai remarqué que ses articulations étaient rouges et écorchées, comme s'il avait donné des coups dans un mur. Le comportement étrange s'intensifiait. Bernard a commencé à me traiter avec un mélange de mépris et de menace quand nous étions seuls. Parfois, il s'approchait trop près, envahissant mon espace personnel. Ta cousine raconte des mensonges, m'a-t-il chuchoté un jour, me coinçant dans le couloir.
Elle a inventé des choses sur moi, non? Pour la première fois, j'ai ressenti une peur tangible. Pas une simple inquiétude, mais une terreur physique. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui n'était plus humain, un regard de prédateur. J'ai réussi à articuler, la voix tremblante. Elle a juste dû rentrer pour s'occuper de sa grand-mère malade. Il a souri, mais ce sourire n'a jamais atteint ses yeux. Bien. Parce que si quelqu'un commence à raconter des mensonges sur moi, net, je vais être très en colère. Et quand je suis en colère, je fais des choses que je regrette après. C'était une menace claire. J'ai avalé ma salive et hoché la tête, tentant de paraître calme. Lorsqu'il s'est finalement éloigné, je me suis précipitée aux toilettes et j'ai vomi, submergée par une panique inexplicable. J'ai compris qu'il fallait que j'en parle à mes parents. Peu importait que cela paraisse fou, j'ai choisi de parler à mon père en premier. Il était gendarme et savait détecter quand quelque chose clochait. J'ai attendu un moment où nous étions seuls, un dimanche après-midi. Ma mère était allée voir une amie malade et Bernard était soi-disant à la bibliothèque pour préparer un contrôle. « Papa, ai-je commencé, la voix plus tremblante que je ne l'aurais voulu. « Papa, il faut que je te parle de Bernard. » Mon père a posé le journal qu'il lisait et m'a fixé attentivement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» J'ai tout raconté. Tout ce que j'avais vu dans leur chambre, les objets disparus, son regard sur maman, l'incident avec Claire, ses menaces à peine voilées. Pendant que je parlais, je voyais son visage changer. D'abord la surprise, puis l'inquiétude, et enfin une expression étrange entre incrédulité et tristesse. Quand j'ai fini, un silence pesant s'est installé. Mon père a soupiré profondément. « Net, tu es sûr de ne pas te méprendre ? Bernard a eu une enfance très difficile. Il est normal qu'il adopte parfois des comportements étranges. » J'ai senti comme un coup de poing dans l'estomac. Mon propre père ne me croyait pas. « Papa, ce n'est pas un simple comportement bizarre. Il y a quelque chose qui cloche chez lui, quelque chose de sérieux. » Il regarde maman d'une façon qui me glace le sang. Et la façon dont il m'a parlé dans le couloir, c'était une menace. Mon père s'est passé la main sur le visage, l'air soudain épuisé et abattu. « Ma fille, Bernard s'adapte encore. C'est lui qui a suggéré l'idée d'adopter un garçon. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, après tant d'années comme fille unique. » C'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mon père pensait que j'inventais tout par jalousie ou pire, que Bernard avait raison à mon sujet. « Tu penses que je mens ?» ai-je demandé, la voix étranglée. « Non, ma fille, ce n'est pas ça. Je crois juste que peut-être tu vois des problèmes là où il n'y en a pas. Nous essayons tous de nous habituer à cette nouvelle dynamique familiale. » À ce moment, la porte d'entrée s'est ouverte. Bernard est entré, portant quelques livres. Quand il nous a vus dans le salon, il s'est figé, scrutant tour à tour mon père et moi. Quelque chose dans mon expression ou dans l'attitude de mon père a dû trahir notre conversation. J'ai vu son regard s'assombrir. « Bonsoir, monsieur Valdir. »« Salut Net, » dit-il avec ce sourire parfait que je savais désormais totalement faux. « Tu n'interromps rien, mon garçon. Je parlais juste avec Net de choses familiales, » répondit mon père en se levant. « Comment s'est passée l'étude ? » « Productive, » répondit Bernard, me fixant toujours intensément. « J'ai appris beaucoup de choses nouvelles aujourd'hui. » Quand mon père est sorti du salon chercher de l'eau, Bernard s'est approché de moi. Sa voix n'était qu'un murmure, mais chaque mot résonnait avec une clarté glaciale. « Je t'ai déjà prévenu une fois, petite Net. Ne teste pas ma patience. Tu ne veux pas voir ce qui arrive quand tu me pousses vraiment à bout. » J'ai reculé, sentant le sang se glacer dans mes veines. Ce n'était plus seulement de l'intuition ou de la paranoïa. Il y avait quelque chose de profondément mauvais chez Bernard, quelque chose de dangereux, et personne d'autre que moi ne semblait le percevoir. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai verrouillé la porte de ma chambre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à comprendre qu'un mal terrible se préparait dans notre maison, comme des nuages d'orage qui s'amoncellent à l'horizon, annonçant un désastre inévitable. Le pire restait à venir. Et quand il est finalement survenu, il a détruit tout ce que j'aimais d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Parfois, je me demande s'il existe des moments dans la vie qui séparent un avant d'un après. Pour moi, c'était un jeudi de novembre 1966. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, mais elle s'est achevée comme le jour qui a anéanti notre famille pour toujours. La semaine avait été tendue depuis ma conversation avec mon père. Bernard avait redoublé de surveillance à mon égard. Il ne se cachait plus quand nous étions seuls.
Le sourire doux et les yeux tristes avaient disparu, laissant place à un regard froid, calculateur, qui me suivait dans la maison comme un prédateur guette sa proie. Maman était plus épuisée que d'habitude cette semaine-là. L'école où elle enseignait connaissait des problèmes, pénurie de professeurs, élèves indisciplinés, réunions de parents qui s'étendaient tard. Elle rentrait à la maison vidée, les épaules tombantes, ses yeux bienveillants toujours rouges de fatigue. Ce jeudi-là, je me suis réveillée avec un poids oppressant sur la poitrine. Une sensation que quelque chose de mauvais allait se produire. Vous connaissez cette angoisse inexplicable, quand l'air semble trop lourd pour respirer? J'ai essayé de convaincre maman de rester à la maison. J'ai inventé que je me sentais mal, que j'avais besoin d'elle près de moi. Mais elle devait assister à une réunion importante à l'école. Je promets de rentrer plus tôt aujourd'hui, mon amour, avait-elle dit en déposant un baiser sur mon front. On pourra regarder ce film que tu aimes tant après le dîner. J'étais à la fenêtre, observant sa petite silhouette déterminée s'éloigner vers l'arrêt de bus. Je n'avais pas la moindre idée que ce serait la dernière fois que je la verrais vivante. L'école avait libéré les élèves plus tôt ce jour-là, pour une assemblée des professeurs. Je suis arrivée à la maison vers 14 heures, m'attendant à la trouver vide. Papa était au travail, maman à l'école, et Bernard devait être au garage, comme chaque jeudi. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose clochait. D'abord le silence. Pas le silence habituel d'une maison vide, mais un silence lourd, oppressant, comme si l'air retenait sa respiration. Puis une odeur subtile, métallique. À l'époque, je n'y ai pas prêté attention. Mais aujourd'hui je sais, c'était le sang. Il y a quelqu'un à la maison, ai-je appelé, ma voix fragile perdue dans le silence. Aucune réponse. J'ai posé mon cartable sur le canapé et avancé lentement dans le couloir. La porte de la chambre de mes parents était entr'ouverte, une fente de lumière s'échappant dans l'obscurité. Je l'ai poussée doucement, le cœur battant si fort que je croyais l'entendre exploser. Ce que j'ai vu dans cette chambre me entra jusqu'au dernier souffle. Maman était étendue sur le lit. Elle portait sa robe bleu clair préférée, maintenant maculée d'un rouge sombre. Son visage, toujours si expressif, si vivant, était figé dans une expression de terreur et d'étonnement. Ses yeux grands ouverts, vitreux, fixaient le plafond sans vraiment le voir. Sa gorge, oh mon Dieu! Une coupure profonde d'une oreille à l'autre, comme si quelqu'un avait tenté de la décapiter. À côté du lit, assis sur une chaise, il y avait Bernard. Ses mains ensanglantées reposaient sur ses genoux. Sur le sol, à côté de lui, le couteau de cuisine que maman utilisait le dimanche pour couper la viande. Il ne m'avait pas encore remarqué. Il était plongé dans une transe étrange, fixant le corps de ma mère comme s'il contemplait une œuvre d'art qu'il venait de créer. Un son a échappé de ma gorge. Pas un cri, pas un sanglot, juste un bruit primitif, animal, pur d'horreur. C'est cela qui a fait tourner Bernard vers moi. « Ah, Ned, a-t-il dit, comme si nous nous retrouvions pour le petit déjeuner. Tu rentres tôt aujourd'hui. » Je n'arrivais pas à parler. Mes yeux passaient de ma mère morte à Bernard et retour, incapable de comprendre ce que je voyais. Elle est aussi rentrée plus tôt, continua-t-il, désignant le corps d'un geste décontracté. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle voulait se reposer un peu avant de préparer le dîner. Un sourire étrange est apparu sur son visage. Je crois qu'elle va se reposer pour toujours maintenant. J'ai finalement trouvé ma voix. Qu'est-ce que tu as fait? Les mots sont sortis étranglés, presque inaudibles. Bernard a incliné la tête sur le côté, comme un chien curieux. Qu'est-ce que j'ai l'air d'avoir fait, petite Nette? J'étais paralysée. Je nous ai tous libérés, expliqua-t-il calmement, comme si cela allait de soi. Elle gênait. Elle se mettait entre moi et votre père, entre moi et toi. Elle était possessive, contrôlante. Tu n'as pas remarqué comme elle nous étouffait tous avec son amour faux? C'était comme écouter quelqu'un parler dans une langue étrangère. Je comprenais les mots, mais ils n'avaient aucun sens ensemble. Tu as tué ma mère, ai-je murmuré. Et le dire à voix haute rendait tout terriblement réel. Tu as tué ma mère. Le cri semblait avoir réveillé quelque chose chez Bernard. Son expression rêveuse s'était effacée, remplacée par ce regard glacial, prédateur, que je n'avais aperçu que par éclair avant, et qui se révélait maintenant totalement. Et maintenant, je vais devoir te tuer aussi, dit-il en se levant lentement. C'est dommage, Ned, je t'aimais bien. Nous aurions pu être une famille heureuse, moi, toi et ton père. Mais tu ne m'as jamais donné de chance, n'est-ce pas? Toujours à te méfier. Toujours à m'espionner comme une petite détective.
J'ai saisi le couteau. Je ne me souviens pas d'avoir bougé, ni de m'être penché pour le ramasser. Un instant, j'étais paralysée à la porte. Le suivant, le couteau était dans ma main, lourd, glissant du sang de ma mère. Reste loin de moi, ai-je averti, la voix plus ferme que je ne l'espérais. N'approche pas. Bernard a laissé échapper un rire guttural, malade, totalement inadapté à son visage jeune. Ou quoi, petite nette? Tu vas me tuer? Tu n'as pas le courage. Tu as toujours été la chérie de maman, la petite poupée protégée. Il a fait un pas en avant. Arrête, ai-je crié, levant le couteau. Encore un pas. Je te préviens, Bernard. Il était maintenant si près que je pouvais sentir son odeur, un mélange de sueur, de sang-nez, quelque chose de chimique que je n'avais pas identifié à l'époque. Plus tard, j'ai appris que c'était de la cocaïne. Ses yeux étaient dilatés, fiévreux. Tu es comme ta mère, murmura-t-il. Faible, pathétique. Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Je viens de lui couper la gorge, et je n'ai même pas cligné. Qu'est-ce que tu crois que je ressentirai quand ce sera ton tour? Quelque chose en moi s'est brisé. Je ne saurais l'expliquer. C'était comme si un barrage éclatait, laissant déferler toute la rage, la peur et l'horreur de ce moment dans mon corps. J'ai foncé avec le couteau, sans réfléchir, guidé par un instinct animal. La lame a pénétré son ventre avec une facilité effrayante, comme couper du beurre mou. Bernard a regardé vers le bas, surpris, comme s'il refusait de croire ce qui arrivait. Puis ses yeux ont rencontré les miens, et pour la première fois, j'ai vu de la peur véritable. Tu, a-t-il commencé, mais n'a pas fini sa phrase. Il a titubé en arrière, arrachant le couteau de ma main. Lorsqu'il est tombé au sol, le sang s'est répandu rapidement sur le parquet, se mêlant à celui de ma mère. Je suis restée immobile, paralysée, regardant mes mains tachées, le corps de ma mère sur le lit, Bernard se tordant à terre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Secondes, minutes, heures peut-être. Le temps avait perdu toute signification. Je suis revenue à la réalité seulement lorsque la porte d'entrée s'est ouverte. La voix de mon père résonnant joyeusement, je suis rentrée. J'ai réussi à sortir plus tôt aujourd'hui. Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire comme une série de flashs, des images figées hors du temps. Mon père apparaissant à la porte de la chambre, le sourire s'effaçant lorsqu'il a vu la scène. Bernard, encore vivant, tendant une main tremblante vers lui. « Papa, elle m'a poignardé. Au secours. » Moi, recouverte de sang, incapable d'expliquer, pointant le corps de ma mère. « Il l'a tué, papa. Il a tué maman. » Mon père s'est effondré à genoux entre nous, le visage crispé dans un masque de douleur indescriptible. Bernard a soudain retrouvé des forces. Il a tiré un petit pistolet de sous le matelas, l'arme de réserve de mon père qu'il gardait pour les urgences. Le coup de feu a retenti, assourdissant. Mon père, comprenant immédiatement l'intention de Bernard, s'est jeté sur lui. La balle a manqué de quelques centimètres et s'est logée dans le mur. S'en est suivie une lutte désespérée. Mon père essayant d'arracher l'arme des mains de Bernard, Bernard utilisant ses dernières forces pour tenter de tirer à nouveau. Finalement, mon père, entraîné gendarme, a réussi à tourner l'arme vers lui. Un autre coup de feu. Silence. Le corps de Bernard est resté immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond exactement comme ceux de ma mère. Mon père respirait lourdement, me lâchant comme si j'avais brûlé ses mains. Nous étions assis par terre, dans cette chambre transformée en abattoir, incapables de parler, de pleurer, de faire autre chose que regarder les corps et le sang qui semblaient être partout. C'est ainsi que la police nous a trouvés une heure plus tard, quand un voisin, ayant entendu les coups de feu, a trouvé le courage d'appeler la gendarmerie. Ce qui a suivi est un flou, uniforme, questions, flash d'appareils photo, ruban jaune isolant notre maison. Je me souviens être enveloppé dans une couverture malgré la chaleur, tremblant sans fin. Je me souviens du regard de pitié des gendarmes, collègues de mon père, lorsqu'ils nous ont emmenés au commissariat. Les semaines suivantes ont été un cauchemar, déposition, enterrement, gros titres sensationnalistes. Tragédie familiale, adolescent adopté tue sa mère et est abattu par son père gendarme. L'enquête a révélé des vérités effroyables sur Bernard. Il n'était pas l'orphelin innocent que mon père croyait avoir sauvé. Sa mère n'était pas en prison pour trafic de drogue. Elle avait été assassinée 3 ans plus tôt, avec de forts soupçons que son propre fils en était coupable, bien qu'il n'ait jamais été formellement prouvé. Bernard avait traversé 5 familles d'accueil avant nous. Toutes l'avaient rendu au système, évoquant un comportement troublant,
torture d'animaux, tentative d'agression sur des enfants plus jeunes. Tout cela figurait dans les dossiers qui, pour des raisons incompréhensibles, incompétence ou corruption, n'avaient jamais atteint mon père lors de la procédure d'adoption. Dans sa chambre, ils ont trouvé un journal détaillant des fantasmes violents impliquant ma mère, et plus troublant encore, des plans pour tuer mon père, simuler un suicide, puis me convaincre de fuir avec lui dans un autre département. L'enquête a conclu que mon père et moi avions agi en légitime défense. Il n'y a pas eu d'accusation formelle. Mais le mal était fait. Notre famille avait été détruite. Notre maison, autrefois pleine d'amour et de sécurité, était maintenant tachée de sang qu'aucun nettoyage ne pourrait effacer. Quelques semaines plus tard, nous avons vendu la maison. Aucun de nous ne pouvait même regarder la chambre sans revivre ce jour-là. Nous avons déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, essayant de recommencer, essayant de trouver un chemin à travers l'horreur devenue notre quotidien. Mais comment recommencer quand tout votre monde s'est effondré? Comment continuer quand la personne que vous aimiez le plus a été brutalement arrachée de votre vie? Comment faire confiance à nouveau quand le seul adulte en qui vous aviez confiance a laissé entrer le chaos? Ces questions me tourmentaient dans les mois et les années qui ont suivi. À 15 ans, j'avais vu ma mère mourir sous mes yeux et été forcée de poignarder quelqu'un pour survivre. Je n'avais aucune idée que j'aurais besoin de forces que je n'imaginais même pas posséder, pas seulement pour continuer à vivre, mais pour protéger mon père du gouffre dans lequel il sombrait. Le silence a un poids. Après ce jour-là, le silence dans notre nouvel appartement était si lourd que parfois je me réveillais étouffant, comme s'il avait pris une forme physique, pressant ma poitrine jusqu'à m'empêcher de respirer. Les premières semaines après l'enterrement de maman furent une torpeur totale. C'était comme se déplacer sous l'eau, lent, désorienté, incapable de ressentir pleinement quoi que ce soit. Papa avait pris un congé, et moi, j'avais manqué l'école presque un mois entier. Personne ne posait de questions. L'histoire avait fait la une de tous les journaux locaux, tragédie familiale, adolescent tue sa mère et est abattu par le père gendarme. Nos visages étaient exposés sur chaque page, tirés d'anciens albums de famille vendus à la presse par un voisin inconnu. Notre petit appartement dans le quartier Bron devait être un nouveau départ. Mais comment avancer quand votre vie a été déchirée si violemment? Les premiers jours, nous parlions à peine, non par colère, mais parce que les mots semblaient inadéquats face à ce que nous avions vécu. La nuit, j'entendais mon père pleurer dans la chambre à côté, un sanglot étouffé par l'oreiller, comme s'il voulait protéger ma tranquillité même dans sa douleur. Le matin, il préparait notre café en silence, les yeux rouges et gonflés, mais essayant toujours de sourire quand nos regards se croisaient. Un sourire qui ne touchait jamais ses yeux, ne faisait que souligner la fatigue et la détresse gravées sur son visage. « Comment tu te sens aujourd'hui, ma fille ?» répétait-il chaque matin, comme un rituel immuable. « Ça va, papa » répondais-je, le même mensonge répétitif. Nous n'allions pas bien. Nous étions brisés, saignant de l'intérieur, incapables de supporter l'ampleur de l'horreur qui avait bouleversé nos vies. À la 3e semaine dans notre nouvel appartement, j'ai commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose de plus sombre que la douleur et le chagrin chez mon père. Il perdait du poids à vue d'œil, refusant de manger quand j'essayais de le convaincre. Ses nuits se faisaient de plus en plus courtes. Je le trouvais souvent au petit matin, assis sur le balcon, immobile, un verre de whisky à la main, regard vide. « Tu devrais essayer de dormir un peu, papa » murmurais-je. « Je ne peux pas fermer les yeux sans les revoir » commençait-il, avant de s'interrompre. Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Je voyais moi aussi, chaque fois que je fermais les yeux. Ma mère, étendue dans son lit, le sang, Bernard, le couteau, le coup de feu. Un film d'horreur qui revenait sans cesse, encore et encore. Un matin, en entrant dans la cuisine, je l'ai trouvé à table, entouré de papiers, rapports de police, documents d'adoption, photos de Bernard enfant, anciens articles de journaux. Ses yeux, vitreux, fixaient les feuilles devant lui. « Qu'est-ce que c'est, papa » ai-je demandé, même si je pressentais déjà la réponse. « Tout est là. Chaque signal, son passé, chaque alerte » a-t-il murmuré, la voix rauque d'un homme qui n'avait pas parlé depuis des heures. Comment ai-je pu être aveugle à ce point? Je me suis assise à ses côtés, observant les documents éparpillés. Des rapports de psychologues le décrivaient comme potentiellement dangereux, dépourvu d'empathie, enclin à manipuler les autres. Des registres montraient des incidents dans ses familles précédentes, un enfant plus jeune poussé dans les escaliers, un chien retrouvé mort, des objets disparus, des petits incendies. « Ce n'est pas ta faute » ai-je murmuré en prenant sa main glacée.
Tu ne pouvais pas savoir. Personne ne t'avait montré tout ça. Je suis gendarme, Ned, a-t-il dit en retirant sa main. Mon métier, c'est enquêter, découvrir la vérité, et je n'ai même pas pris la peine de me renseigner sur le garçon que j'introduisais dans ma propre maison, auprès de ma famille. La culpabilité l'a rongé, jour après jour, comme une maladie silencieuse. Je voyais mon père disparaître peu à peu. Quand il est finalement retourné travailler après 6 semaines de congé, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Les autres gendarmes le regardaient avec une combinaison étrange de pitié et de malaise. Lui, qui avait toujours incarné l'intégrité et le sérieux, était devenu une figure tragique à leurs yeux. J'ai repris le chemin de l'école, bien que j'aie supplié d'en changer. Je ne supportais plus les regards, les murmures qui accompagnaient mon passage. Quelques amis tentaient de me rejoindre, mais je ne savais plus comment me comporter normalement. Comment parler de choses banales quand j'avais été témoin et acteur d'événements que nul adolescent ne devrait vivre. Seule Solange, ma meilleure amie, a continué à rester présente. Elle venait presque tous les jours après les cours, même quand je restais silencieuse. Parfois, elle se contentait de tenir ma main, d'autres fois, elle racontait les dernières nouvelles de l'école comme si rien n'était arrivé. Sa présence était un fil ténu me reliant à un monde d'avant le drame. Avec le temps, une routine sombre s'est installée. Mon père travaillait de longues heures et rentrait tard, souvent imprégné d'alcool. Je m'occupais de l'appartement du mieux que je pouvais. Je préparais le strict nécessaire avec ce que j'avais appris de ma mère, je tâchais de maintenir mes résultats scolaires. Nos conversations se faisaient de plus en plus rares. 1 an après la mort de maman, la situation a atteint un point critique. Je venais de fêter mes 16 ans, un anniversaire presque oublié, marqué seulement par un petit gâteau offert par Solange et une étreinte maladroite de mon père. Chaque jour, il semblait plus maigre, plus absent, avec des cernes profonds et un vide dans le regard qui me glaçait. Ce soir-là, je suis rentrée de l'école et j'ai trouvé l'appartement plongé dans l'obscurité et le silence. J'ai appelé, mais aucune réponse n'est venue. Une panique sourde a commencé à me serrer la poitrine tandis que je vérifiais chaque pièce vide. En arrivant devant la salle de bain, la porte verrouillée a transformé ma panique en terreur. « Papa » ai-je crié en frappant contre la porte. « Réponds-moi, s'il te plaît. » Silence. J'ai couru à la cuisine, saisi un couteau et forcé la serrure. Quand elle a cédé, ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Mon père était dans la baignoire, l'eau teintée de rouge, les poignets profondément entaillés, la tête penchée sur le côté, les yeux clos. Pendant un instant terrible, j'ai cru être arrivé trop tard. Puis j'ai remarqué le léger mouvement de sa poitrine. Il respirait encore, faiblement mais vivace. Je ne me souviens plus exactement de chaque geste après ça. Je sais que j'ai crié à l'aide, que j'ai couru vers le téléphone pour appeler une ambulance. Je sais aussi que j'ai tenté de stopper l'hémorragie avec des serviettes, répétant sans fin. « Ne me laisse pas, papa, s'il te plaît, ne me laisse pas ». Les heures passées à l'hôpital furent parmi les plus longues de ma vie. Assise seule dans la salle d'attente, les vêtements encore maculés du sang de mon père cette fois, j'ai senti que mes forces avaient atteint leurs limites. À 16 ans, j'avais déjà été confrontée à plus de morts et de souffrances que beaucoup n'en voient en une vie entière. J'avais perdu ma mère. J'avais ôté une vie, même si c'était pour me défendre. Et maintenant, je risquais de perdre mon père à mon tour. Quand le médecin est enfin apparu pour me dire qu'il survivrait, que nous étions arrivés à temps, je me suis effondrée en sanglots. Ce n'était pas du soulagement, juste un épuisement absolu. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que chaque muscle de mon corps me fasse mal, au point que les infirmières se sont inquiétées de devoir m'administrer un calmant. Mon père est resté hospitalisé 2 semaines, d'abord en soins intensifs, puis transféré dans l'aile psychiatrique. Les médecins parlaient de dépression sévère, de pensées suicidaires, de stress post-traumatique. Pour moi, ce n'étaient que des mots froids pour décrire ce que je savais déjà. Mon père se noyait dans la culpabilité et je ne savais pas comment le ramener à la surface. Pendant ces 14 jours, je suis restée chez Solange. Ses parents m'ont entourée avec une chaleur presque maternelle, essayant de recréer un semblant de normalité. L'oncle Charles, le père de Solange et ami d'enfance de mon père, venait me rendre visite tous les jours à l'hôpital, restant souvent à mes côtés quand je ne pouvais pas être là à cause de l'école. Quand mon père a enfin obtenu l'autorisation de sortie, il est revenu avec un sac de médicaments et la recommandation d'une thérapie bi-hebdomadaire. Il paraissait plus calme, mais toujours distant, comme si une part de lui était restée dans cette baignoire. « Je te demande pardon, Ned »
furent ses premiers mots quand nous nous sommes retrouvés seuls à la maison. Je ne pensais pas à moi. Je voulais seulement que la douleur cesse. Je l'ai serré contre moi, sentant sous mes doigts sa peau fragile, si différente de l'homme fort que j'avais connu. Nous allons surmonter ça, papa, ai-je murmuré, sans vraiment y croire. Promets-moi de ne pas me laisser, ai-je ajouté. Il a hoché la tête mais n'a pas pu croiser mon regard. Je promets d'essayer, a-t-il dit. Les mois suivants ont été longs, douloureux, ponctués de hauts et de bas. La thérapie a aidé, pas de manière miraculeuse, mais progressivement. Le psychiatre a ajusté plusieurs fois ses médicaments avant de trouver la combinaison qui gardait ses pensées les plus sombres sous contrôle. Mon père a repris le travail, mais en service administratif, à l'écart des rues et de la pression quotidienne. Nous avons bénéficié du soutien inattendu de personnes qui, jusqu'alors, n'étaient que des connaissances lointaines. Madame Irène, notre voisine septuagénaire, veuve, commençait à nous apporter des plats faits maison presque tous les jours, insistant sur le fait que nous étions trop maigres. Le concierge, Monsieur Julien, trouvait toujours une excuse pour réparer de petites choses dans l'appartement, sans rien demander. Ma professeure de français s'est proposée pour me donner des cours particuliers afin de rattraper le temps perdu. Ces petits gestes de bonté formaient peu à peu un filet protecteur autour de nous, empêchant de retomber complètement dans l'abîme. Pourtant, nous n'étions jamais redevenus les mêmes. Comment aurions-nous pu l'être ? Nos corps et nos esprits portaient des cicatrices visibles et invisibles, qui avaient redéfini qui nous étions, la manière dont nous percevions le monde, et la façon dont nous nous relations l'un à l'autre et aux autres. Pour mes 16 ans, mon père a fait un effort sincère pour recréer un peu de normalité. Il a acheté un gâteau, invité Solange et 2 autres camarades proches. Il a même mis la musique que maman aimait tant. Au milieu de cette petite célébration, nos regards se sont croisés, et j'ai perçu en lui un mélange de tristesse et de détermination qui m'a brisé le cœur. Plus tard, quand tout le monde était parti, il m'a tendu un petit paquet. « C'est de ta mère, a-t-il dit. Elle voulait que tu le voies pour ton anniversaire, mais je crois qu'elle aurait aimé que tu le lises. » À l'intérieur se trouvait un collier en or, avec un petit pendentif en forme de livre ouvert. Rappel de l'amour de maman pour la lecture et de tout ce qu'elle voulait m'enseigner. Elle l'avait acheté des mois avant que tout n'arrive, a-t-il ajouté, la voix brisée. Elle l'avait caché exactement là où elle voulait. En contemplant ce collier, quelque chose s'est libéré en moi. Pas de manière destructrice, mais comme si un barrage cédait enfin, laissant sortir toutes les émotions que j'avais gardées enfermées si longtemps. Elle me manque tellement, ai-je murmuré, les larmes coulant sans retenue. Tous les jours, papa, chaque jour, je me réveille en espérant entendre sa voix. Moi aussi, ma fille, m'a-t-il répondu. Pour la première fois depuis la tragédie, il a pleuré ouvertement devant moi, pas en silence dans sa chambre, mais avec de longs sanglots qui secouaient tout son corps. Pas une seconde ne passe sans que je pense à elle, sans que je regrette, ajouta-t-il. Ce n'était pas ta faute, ai-je dit avec toute la force que j'ai pu rassembler. Papa, regarde-moi, ce n'était pas ta faute. Tu voulais seulement aider quelqu'un, faire le bien. Mais j'ai amené le monstre dans notre maison. J'ai insisté même quand maman avait des doutes. Et il nous a trompés. Il a trompé tout le monde. Même les spécialistes n'ont pas vu ce qu'il était vraiment. Nous sommes restés là, enlacés, pleurant ensemble pour la première fois. C'était douloureux, mais aussi libérateur, comme si nous commencions enfin à drainer le poison de la culpabilité et du ressentiment qui nous consumait. Cette nuit-là n'a rien guéri miraculeusement. Mon père avait encore de mauvais jours, luttait contre la dépression, et se réveillait parfois en hurlant à cause des cauchemars. Moi, j'avais encore des flashbacks terribles. J'évitais certains lieux et certaines situations. Je sursautais encore au moindre bruit soudain. Mais quelque chose avait changé profondément. Nous ne vivions plus la douleur chacun de notre côté, enfermés dans notre isolement. Nous partagions cette souffrance, et étrangement, cela rendait le poids plus supportable. Au fil des mois, nous avons mis en place de nouveaux rituels familiaux, de petites routines qui nous aidaient à tenir et à avancer. Le dimanche, nous préparions des crêpes ensemble, comme le faisait maman. Le vendredi soir, nous regardions un film, toujours léger, sans violence ni suspense. Le samedi, nous allions au cimetière, déposant des fleurs fraîches pour maman. Petit à petit, si lentement que je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, nous avons réappris à vivre. Pas comme avant, jamais comme avant, mais autrement, en portant nos cicatrices avec plus de dignité, en savourant les instants de bonheur quand ils venaient,
et en affrontant les mauvais moments côte à côte. Lors de ma dernière année de lycée, il a fallu décider de mon avenir. La réponse est venue naturellement, psychologie. Je voulais comprendre ce qui s'était passé dans notre famille. Je voulais aider ceux qui traversaient des traumatismes similaires. Je voulais transformer cette douleur en quelque chose de constructif. Quand je l'ai annoncé à mon père, j'ai vu dans ses yeux une lueur oubliée depuis longtemps. Un aperçu de l'homme qu'il avait été, du gendarme idéaliste qui croyait pouvoir changer le monde. Ta mère aurait été tellement fière de toi, a-t-il dit en serrant mes mains. Et moi, je suis si fière que ça me tient à peine dans la poitrine. Des mots simples, mais qui représentaient tout pour moi. Un signe que, malgré tout, il y avait encore de l'espoir. Que nous pourrions non seulement survivre à la tragédie, mais trouver un chemin au-delà d'elle. Le chemin serait long, tortueux, parsemé d'obstacles. Mais à cet instant précis, pour la première fois depuis le jour où tout a basculé, j'ai senti qu'il était peut-être possible de trouver une forme de paix. Ce que je ne savais pas, c'est que cette paix viendrait de manière inattendue, et que le processus de guérison serait à la fois transformateur et douloureux. Nous aurions besoin de plonger encore plus profondément dans le puits de la souffrance, avant de découvrir enfin la lumière. Le temps se déforme quand on traverse une tragédie. Parfois, tout semble s'être produit hier, l'odeur du sang, les cris, les yeux vides de maman. D'autres fois, tout paraît appartenir à une vie lointaine, comme si cela était arrivé à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise que cette fille de 14 ans qui avait tout perdu en un seul jour n'aurait jamais imaginé la vie qu'elle finirait par bâtir à partir des cendres. J'ai intégré la faculté de psychologie de l'université Claude Bernard Lyon en 1970, à 19 ans. C'était une victoire pour moi, mais aussi pour nous deux, mon père et moi. Il était retourné travailler à temps plein, toujours dans le service administratif de la gendarmerie, et moi, je donnais quelques cours particuliers pour aider à boucler les fins de mois. Ce n'était pas simple, mais nous avancions, un jour après l'autre. Le campus universitaire représentait un monde à part, très éloigné de ce que je connaissais. Pour la première fois depuis la tragédie, je me trouvais dans un lieu où je n'étais pas la fille de cette famille, où personne ne connaissait mon histoire avant même de me parler. C'était à la fois libérateur et effrayant. Je pouvais être qui je voulais, mais je me sentais aussi comme une imposteur, portant un secret si lourd que, s'il était découvert, tout le monde s'éloignerait. Durant ma deuxième année, un événement allait encore bouleverser ma vie, mais cette fois pour le mieux. Dans un séminaire sur le trauma, le professeur avait invité un psychiatre pour parler de son expérience avec les survivants de situations extrêmes. Le docteur Édouard Moreau, 40 ans environ, cheveux gris prématurés, yeux doux derrière de fines lunettes, s'exprimait avec une telle connaissance et empathie que je suis restée après le cours pour lui poser des questions. « Vous avez un intérêt particulier pour le sujet ?» observa-t-il après ma troisième question. J'hésitai un instant. C'était la première fois que je pensais à partager mon histoire avec quelqu'un à la faculté. « C'est personnel », finis-je par répondre. Il hocha la tête, sans insister. « Si vous voulez en parler un jour, je suis à la clinique universitaire les mardis et jeudis. » Il me fallut 3 semaines pour trouver le courage, mais j'y suis allée. Assise dans cette petite salle aux murs bleu clair, j'ai tout raconté. Bernard, ma mère, la tentative de suicide de mon père, comment je me réveillais encore certaines nuits en hurlant. Je parlais presque 2 heures sans pause, les mots jaillissant comme une digue rompue. Le docteur Édouard écoutait, sans juger, sans cette expression d'horreur ou de pitié que je redoutais tant. Quand j'eus fini, il ne proposa aucune solution miraculeuse, aucun mot tout fait pour consoler. « Jeannette, dit-il, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un m'appelait par mon nom complet. Ce que vous avez traversé est inimaginable pour la plupart des gens. Être ici, étudier, continuer à fonctionner, c'est remarquable. Mais la vraie guérison ne vient pas seulement de survivre. Elle vient du moment où vous parvenez à intégrer le trauma à votre histoire, sans le laisser définir qui vous êtes. » Ces mots ont ouvert quelque chose en moi. Nous avons commencé une thérapie formelle, 1 fois par semaine. Ce n'était pas facile. Souvent, je sortais des séances épuisée, vidée, comme après un marathon émotionnel. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir mon histoire sous un autre angle. « Vous n'êtes pas seulement une victime, Jeannette », me dit un jour le docteur Édouard. « Vous êtes une survivante, et plus que ça, vous avez sauvé votre père. Sans vous, il ne serait pas là aujourd'hui. » Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle.
Je me percevais toujours comme la fille qui n'avait pas identifié le danger à temps, qui n'avait pas protégé sa mère, qui avait été obligée de blesser quelqu'un pour rester en vie. L'idée que mes actions pouvaient contenir de la force et du courage me semblait presque révolutionnaire. J'ai partagé ces réflexions avec mon père, qui avait désormais son propre thérapeute. Petit à petit, notre relation a changé. Nous n'étions plus seulement deux survivants unis par la tragédie, mais deux personnes réapprenant à se connecter, sur la base non seulement de ce que nous avions perdu, mais aussi de ce que nous avions encore l'un dans l'autre. C'est en thérapie que j'ai finalement réussi à parler de quelque chose que je gardais enfoui depuis des années, la culpabilité d'avoir tué Bernard. Même en sachant que c'était légitime, même en connaissant ses crimes, le moment où j'ai enfoncé le couteau en lui me hante encore. J'ai ôté une vie, avouai-je, les mains tremblantes. Parfois, je me réveille et je sens le poids du couteau tomber sur mes mains. Je sens le sang chaud, je revis la scène. Dans des situations extrêmes, notre cerveau n'a que 3 options, fuir, se figer ou se battre, expliqua le docteur Edouard. Vous ne pensiez pas rationnellement à ce moment-là. Vous surviviez. Ce n'était pas un choix conscient, c'était de l'instinct pur. Il m'a fallu longtemps pour accepter cela, pour comprendre que ma réaction ne me rendait pas semblable à Bernard. Il y a un abîme entre tuer par plaisir, par pouvoir, comme il l'avait fait avec ma mère, et tuer pour se défendre quand aucune autre option n'existe. Lors de ma 3e année à la faculté, j'ai commencé à m'ouvrir davantage. J'ai fait des amis, participé à des groupes d'études. Je suis même allée à quelques fêtes. Rien de spectaculaire, mais ces petits moments de normalité me semblaient auparavant impossibles. Un de mes amis était Charles, étudiant en droit, que j'avais rencontré à la bibliothèque. Au début, nous parlions de livres, puis peu à peu de tout. Lors de notre 4e rencontre dans un café près de l'université, il a posé sa main sur la table. « Je peux te confier un secret, Jeannette, dit-il, utilisant enfin mon surnom. Mon cœur s'est figé. Que veux-tu dire ? Demandai-je. Je sais qui tu es. Je le savais depuis le premier jour. Mon père est avocat. Il avait travaillé sur cette affaire, ton affaire, il y a plusieurs années. J'ai reconnu ton nom. J'ai retiré ma main, prête à me lever et fuir. Il a poursuivi, précipitamment. Attends, s'il te plaît. Je ne l'ai dit à personne. Je ne le dirai jamais. Je voulais juste que tu saches que je t'admire. Le courage qu'il a fallu pour continuer après tout ça. Je suis restée figée, incapable de savoir comment réagir. Une partie de moi voulait disparaître, m'échapper de cette exposition. Une autre partie ressentait un étrange soulagement, comme si un poids venait de tomber, me libérant du besoin de faire semblant, ne serait-ce qu'avec une seule personne. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Ma voix était à peine audible. Je crois que je tombe amoureux de toi, répondit-il simplement. Je voulais commencer avec une honnêteté totale. C'était le début de ma première vraie relation. Lente, hésitante, marquée par mes reculs incessants. Charles avait une patience infinie, jamais il ne me pressait, respectant mes limites, même lorsqu'il ne les comprenait pas pleinement. Il m'a fallu 6 mois pour lui permettre de m'embrasser. Presque 1 an avant que je puisse rester seule avec lui dans une pièce fermée sans paniquer. Quand j'ai enfin parlé de Charles à mon père, il était visiblement nerveux. L'idée que je puisse m'impliquer avec quelqu'un réveillait les peurs liées à ce qui s'était passé avec Bernard. J'ai invité Charles pour un dîner, et mon père l'a interrogé avec la minutie et la perspicacité d'un gendarme. Charles a tout supporté avec respect et humour, comprenant d'où venait l'inquiétude. À la fin de la soirée, quand Charles est parti, mon père m'a embrassé. Il a l'air d'un bon garçon, a-t-il dit, la voix brisée. Ta mère l'aurait aimé. C'était la première fois qu'il mentionnait ma mère sans cette ombre de culpabilité et de douleur absolue. Un petit miracle. Je me suis diplômée en 1914, à 23 ans. Charles obtenait son diplôme en droit la même année. Notre relation s'était renforcée, survivant aux pressions universitaires, à mes combats intérieurs et aux craintes de mon père. Lors de la remise des diplômes, le diplôme en main, j'ai levé les yeux et vu mon père applaudir debout, les larmes aux yeux. À côté de lui, Solange était là, devenue institutrice, entourée de quelques autres amis proches que nous avions noués au fil des années. C'est à ce moment précis que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Nous avions construit une vie nouvelle, pas parfaite, encore marquée par la douleur et les cicatrices, mais une vie tissée de liens sincères, de petites victoires et de moments de joie véritables. Ce soir-là, pendant la fête de remise des diplômes, Charles m'a demandé en mariage. J'ai dit oui,
Mais avec une condition, que nous vivions près de mon père. Il a compris sans que j'aie besoin de détailler. Mon père avait beaucoup progressé, mais il avait encore besoin de nous autour de lui, et je ne pouvais pas imaginer être heureuse en sachant qu'il était seul. Nous nous sommes mariés en 1975, lors d'une cérémonie simple, entourée uniquement d'amis proches et de la famille. Mon père m'a conduite à l'hôtel, plus mince, avec beaucoup plus de cheveux blancs que ce que ses 50 ans auraient dû montrer, mais avec un sourire sincère. Quand il m'a confiée à Charles, il a murmuré. « Ta mère aurait été si fière de la femme que tu es devenue. » Nous avons acheté une maison à 10 minutes de la sienne. Charles a ouvert un petit cabinet d'avocats spécialisé en droits humains. Pour ma part, j'ai commencé à travailler dans une clinique communautaire et dans ceux qui ne pouvaient pas se permettre une thérapie privée. Le travail était exigeant, souvent éprouvant, mais profondément gratifiant. Mettre à profit ma propre expérience du trauma pour guider d'autres personnes à travers leurs épreuves donnait un sens à tout ce qui nous était arrivé. En 1976, à 26 ans, j'ai appris que j'étais enceinte. La nouvelle a suscité un mélange d'émotions complexes, de la joie, mais aussi une peur intense. Comment pourrais-je être mère après avoir perdu la mienne si jeune? Comment protéger ce bébé dans un monde qui avait montré tant de brutalité? Dr Edouard, désormais plus un ami qu'un thérapeute, m'a aidé à traverser mes angoisses. Vous n'êtes pas condamnée à répéter le passé, Jeannette, m'a-t-il rappelé. Votre expérience vous a donné une sagesse que beaucoup de parents n'auront jamais. Mon père était ravi de la nouvelle. Une énergie nouvelle semblait l'avoir rajeuni à l'idée de devenir grand-père. Il a peint la chambre du bébé, monté le berceau et commencé à acheter des jouets plusieurs mois avant la naissance. Penses-tu que je saurais être grand-père? M'a-t-il demandé un soir, une pointe d'insécurité dans la voix. Tu seras le meilleur grand-père du monde, ai-je répondu en lui serrant la main. Cet enfant aura tellement de chance de t'avoir. En septembre 1977, ma fille Marine est née, un prénom choisi en hommage à ma mère. Tenir ce petit paquet dans mes bras, c'était comme sentir mon cœur sortir de ma poitrine, exposé et fragile, mais en même temps incroyablement puissant. L'amour que je ressentais était si intense qu'il me laissait sans souffle. La première année avec Marie a été épuisante, terrifiante et merveilleuse à la fois. Charles s'est montré un père dévoué, partageant toutes les responsabilités avec moi. Mon père venait presque chaque jour, apportant des petits cadeaux, offrant son aide, voulant simplement tenir sa petite fille dans ses bras quelques instants. Marie a grandi entourée d'amour, protégée mais jamais étouffée. Dès le départ, nous avons décidé que lorsqu'elle serait assez grande, nous lui raconterions notre histoire familiale. Pas tous les détails sombres, mais l'essentiel, sa grand-mère avait été victime de violences, et son grand-père et moi avions survécu à une terrible tragédie. Nous voulions qu'elle connaisse ses racines sans porter le poids de nos traumatismes. En 1980, notre deuxième enfant est né, Valdir, en hommage à mon père. Voir mes deux enfants ensemble, mon père tenant un enfant dans chaque bras, c'était une image que je n'aurais jamais imaginée dans les jours les plus sombres après la tragédie. La vie a suivi son cours, avec ses joies et ses peines. Les premiers mots des enfants, les anniversaires, les remises de diplômes, mais aussi les pertes. La mort de mon père en 1995, d'une crise cardiaque à 70 ans, nous a frappés. Mais même dans la douleur, il y avait une différence fondamentale. Nous n'étions plus seuls et brisés par la tragédie. Nous avions construit une famille, un réseau de soutien, une vie pleine malgré tout. Marie est devenue médecin, Valdir ingénieur. Tous deux se sont mariés et m'ont offert des petits-enfants merveilleux. Charles et moi avons célébré nos 50 ans de mariage l'année dernière. Un demi-siècle de complicité, de respect et d'un amour né des cendres de la plus grande tragédie imaginable. Aujourd'hui, assise ici, à âge en parlant avec vous, je regarde en arrière et je vois que ma vie n'a pas été définie par ce que j'ai perdu, mais par ce que j'ai construit après. Je ne suis pas seulement la fille qui a survécu à l'horreur. Je suis une femme qui a trouvé de la force là où elle pensait qu'il n'y en avait aucune, qui a appris à aimer quand elle croyait que son cœur était irrémédiablement brisé. Si je peux partager une leçon de mon parcours, c'est celle-ci: le trauma ne décide pas de qui vous serez pour toujours. Oui, il laisse des cicatrices. Oui, il change profondément. Mais il ne diminue pas la valeur de votre vie, ni votre capacité à retrouver la joie, un sens et l'amour. Mon histoire n'est pas seulement celle de la tragédie, elle parle de ce qui est venu après. De la reconstruction, de la guérison, de la découverte que nous sommes beaucoup plus résilients que nous l'imaginons. Elle montre que même dans les nuits les plus sombres,
il existe toujours la promesse de l'aube. Si vous traversez votre propre vallée d'ombre aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours un chemin à travers la douleur, même quand il semble invisible. Un pas à la fois, un jour à la fois. Et peut-être qu'un jour, des années plus tard, vous regarderez en arrière comme je le fais maintenant et verrez que vous avez construit quelque chose de beau à partir des ruines. Mes chers, si cette histoire a touché votre cœur, je serais ravi que vous laissiez un like sur cette vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne Mémoire de grand-mère. Pour continuer à recevoir des histoires comme celle-ci, laissez un commentaire en me disant de quelle région de France vous me regardez. J'adore savoir que mes mots voyagent jusque dans des endroits où je n'ai jamais mis les pieds. Souvenez-vous, nos cicatrices racontent des histoires de survie, pas seulement de douleur. Les partager peut être le premier pas vers la guérison de quelqu'un qui souffre en silence. Jusqu'à la prochaine vidéo, mes chers. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous.